Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue d'ailleurs si vous nous rejoignez. Je suis avec Thierry de Montbrial, bonsoir, rebonsoir plutôt. Bonsoir. Thierry de Montbrial et bienvenue, vous êtes fondateur, président de l'IFRI. Vous publiez l'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques. C'est très intéressant parce que c'est une somme, hein. Il y a beaucoup de choses, mais c'est un livre qui vise à nous expliquer comment nous en sommes arrivés dans ce monde dont on semble tous prendre conscience là depuis seulement une dizaine de jours. Comme s'il nous tombait sur la tête, comme le ciel sur celle des Gaulois. Donc, qu'y a-t-il dans ce livre? En quoi nous permet-il de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes entrés? Ce sont les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir Thierry de Montbrial. Bonsoir. Alors, Quentin, Thierry de Montbrial propose dans ce livre un constat qui permet, je le disais, de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Oui. Thierry de Montbrial, vous définissez d'abord en quelque sorte les deux modèles qui régissent les politiques étrangères aujourd'hui, le réalisme et l'idéalisme. Pour vous, les idéalistes, ce sont les Occidentaux jusqu'à la fin du mandat de Joe Biden qui ont mis au-dessus de tout les grands principes de la démocratie, de la mondialisation, des droits humains ou encore des droits internationaux. Et vous résumez même ce modèle dans une équation presque mathématique, démocratie plus économie de marché égale paix et prospérité. Sauf que, selon vous, tout ceci n'est qu'un biais idéologique dans lequel les Occidentaux se sont renfermés en opposition aux réalistes. Vous les définissez ainsi cette semaine dans le journal Les Échos. Le réalisme s'attache à analyser le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on le voudrait qu'il soit. Pour la prise de décision, il recommande l'étude objective préalable de ses conséquences. Vous faites le parallèle même entre le réalisme et le pragmatisme. Les réalistes estiment que la politique étrangère repose sur leurs intérêts. C'est aujourd'hui ce modèle qui s'impose avec Donald Trump ou encore Vladimir Poutine. Et ce réalisme, s'il s'est imposé, c'est en quelque sorte par notre faute. Oui, Thierry de Montbrial, vous osez même le terme de croisade pour la démocratie. Selon vous, les Européens et les États-Unis par le passé ont pu générer des déstabilisations là où ils pensaient apporter au contraire de la stabilité. Et le meilleur exemple, c'est la chute du bloc soviétique et la main tendue aux pays de l'Est pour les attirer dans le giron démocratique. L'Alliance occidentale s'est engagée dans une politique conquérante en direction des anciennes républiques soviétiques. On pense notamment à l'intégration des pays baltes, de la Pologne ou encore de la Roumanie dans l'Union européenne et surtout dans l'Alliance transatlantique. Une révolution qui a réveillé en quelque sorte l'ogre Vladimir Poutine qui n'hésite pas à se positionner comme une victime dans ses discours d'un Occident pour justifier sa guerre en Ukraine. La continuation de la politique, c'est pour la Russie, écrivez-vous, la poursuite si nécessaire de la violence pour le renforcement de sa sécurité à l'Ouest. Mais alors aujourd'hui, l'idéalisme dans lequel s'est enfermé l'Occident, selon Thierry de Montbrial, nous a fragilisés, alors même que s'ouvre la fameuse ère des affrontements. Oui, à commencer par l'Europe, avec qui vous n'êtes pas tendre. L'Union européenne, telle qu'elle est devenue, est une construction très fragile. Beaucoup de ces États membres ne sont d'ailleurs pas toujours cohérents entre eux, écrivez-vous. L'exemple le plus parlant, c'est la défense européenne commune, qui est encore inexistante. Les Européens n'ont pas voulu comprendre que tout le continent allait être pris dans un tournant dont ils allaient perdre le contrôle. Ils se sont réfugiés au chaud dans le rêve de la fin de l'histoire. Vous appelez donc au sursaut européen, mais vous évoquez des obstacles, notamment le poids trop important des lois. L'histoire contemporaine montre abondamment que les grandes puissances n'appliquent le droit que lorsque les décisions sont compatibles avec leurs intérêts. Le droit international est surtout un garde-fou pour les petits. Tout l'inverse de ce que fait Donald Trump depuis quelques semaines, l'homme qui, selon vos mots, transgresse et a fait basculer les États-Unis de l'idéalisme au réalisme, au détriment des Européens. Il comprend instinctivement les faiblesses de ses interlocuteurs. Il sent la peur, dites-vous. C'est à l'accès aux ressources qu'il pense quand il parle par exemple du canal du Panama, du Groenland ou même de l'issue de la guerre en Ukraine. Un arrière-plan du réalisme, il y a toujours le pragmatisme. Merci Quentin. Alors, les réalistes, au fond, Thierry de Montbrial, dans votre livre, ce sont des prédateurs. Il y a aussi une sorte de retour de l'impérialisme. Non, je pense que d'abord dans la politique internationale, il y a toujours une dose de réalisme et très souvent l'idéalisme est aussi hypocrite.
on pratique l'hypocrisie parce que ça convient aussi pour les opinions publiques, pour les flatter, mais derrière ça, il y a une grande dose de réalisme. C'était le cas d'ailleurs aussi, vous savez, de Joseph Biden, de Biden, et de la plupart des dirigeants américains. Il y a toujours un mélange des deux. Mais le point important, c'est que le réalisme, c'est essentiellement comprendre la réalité, effectivement, telle qu'elle est. Si je ne comprends pas la situation devant laquelle je me trouve, j'ai toutes les chances de me planter quand je prends des décisions. Et si je prends des décisions, il vaut mieux que je réfléchisse avant à ses conséquences. Je vais vous dire, et je ne m'en suis pas particulièrement fier, mais 15 jours ou 3 semaines après le début de la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire début mars de l'année 2022, j'ai écrit, je crois dans le journal du dimanche à l'époque, quelle allait être la fin. Et on y est. C'est-à-dire que c'est les États-Unis et la Russie qui régleraient l'affaire, que ce serait à l'initiative des États-Unis et que ça se terminerait par une forme de partition territoriale. Je crois que c'était pas très difficile à prévoir pour quelqu'un qui utilise les outils du réalisme. Alors maintenant, il faut faire attention parce que dans le réalisme, il y a aussi les rapports de force. Les rapports de force, ce qu'on appelle les valeurs, ça fait aussi partie des rapports de force. Mais l'idéalisme, c'est mettre exclusivement le poids sur les valeurs, et en particulier les valeurs donc immatérielles, le droit international par exemple. Nos dirigeants sont-ils aujourd'hui en France, peut-être ailleurs en Europe, armés pour prendre leurs décisions en tenant compte de ce réalisme? Sont-ils armés pour l'ère des affrontements? Je vous pose la question parce que depuis la conférence de sécurité de Munich, depuis que J.D. Vance est venu nous dire nos 4 vérités, on a l'impression que tout le monde tombe de l'armoire. Alors que, au fond, l'administration Trump fait exactement ce que le candidat Trump avait dit qu'il ferait. Absolument. Alors, Trump, il dérange particulièrement parce qu'il est transgresseur. Mais il dit d'une manière très violente qu'il va au cœur de ce que c'est que les rapports de force. Et comme Quentin l'a parfaitement dit, au cœur de ces rapports de force vus par Trump, il y a les données économiques. Nous ne devrions pas être surpris. Nous ne devrions pas être surpris, mais nous le sommes. Alors, sommes-nous prêts? Non. Parce que si l'on voulait, par exemple, construire une armée européenne digne de ce nom, c'est une affaire d'une génération. Ça ne se fait pas en quelques mois. C'est une affaire d'une génération. Oui. Et il y a un autre point qui est beaucoup plus grave. Je suis en effet pas très tendre pour l'Union européenne, mais si je ne suis pas tendre pour l'Union européenne, c'est parce que j'aimerais qu'il y ait un sursaut et qu'on remette un petit peu tout à plat. Le problème de l'Union européenne, c'est que nous sommes en réalité une collection d'États membres qui, chacun, derrière de belles paroles, pense à ses propres intérêts. Et depuis la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, qui est en effet un des grands points de départ, il y en a eu un autre quelques années plus tôt avec la révolution iranienne, etc. Tout ça s'est entremêlé. Mais depuis cette période, nous avons en Europe, et en particulièrement en Europe du Sud, pour parler franglais, acheter l'interprétation de la situation qui est celle proposée par les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire la Pologne, les pays baltes, etc. C'est eux qui dominent aujourd'hui l'Union européenne en pratique. Je les comprends, parce que si j'étais polonais, si j'étais balte, je serais comme eux, parce que je me dirais, bon, c'est le moment, historiquement, pour sortir la Pologne ou les pays baltes d'une menace historique russe qui a été leur vie séculaire. Mais vous dites que c'est pas forcément notre réalité. Le président Macron, encore récemment, disait, et le Premier ministre également, la menace russe peut nous atteindre, peut nous toucher, nous. Vous pensez que ça, c'est une vue de l'esprit qui, en réalité, ne décrit pas ce qui est réel? Vous savez, la Pologne ou les pays baltes, ils savent ce que c'est que les Russes. Oui. Si on me demande combien de fois la France a été envahie par la Russie, non, je peux répondre. Il y a eu effectivement une brève incursion de la Russie après la chute de Napoléon. Ça s'est d'ailleurs passé relativement gentiment. Mais si il y a un pays qui a envahi l'autre, c'est en fait plutôt la France qui a envahi la Russie. D'ailleurs, c'est l'Allemagne également qui a envahi la Russie. Je crois que d'un point de vue historique, les gens dans la conscience historique des pays du Sud de l'Europe, la menace russe n'est pas quelque chose d'obsédant. Encore aujourd'hui.
Ça ne l'est pas. Écoutez, d'ailleurs, qui connaissait en France, très franchement, qui connaissait en France l'Ukraine avant, et il y a quelques années, en dehors des spécialistes ou des gens qui avaient un intérêt particulier pour la question, qui pouvait parler plus de 2 minutes sur les pays baltes? Bon, tout ça nous est arrivé très brutalement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la conscience, la préoccupation des pays baltes. Simplement, si on veut faire une Union européenne digne de ce nom, il faut que nous nous mettions d'accord sur qui doit défendre quoi. Il doit y avoir une solidarité globale. Donc c'est un petit peu d'ailleurs ce qui se passe dans le cadre de l'OTAN. Mais ensuite, il doit y avoir une division du travail. Parce que qui parle du Sud, par exemple, qui parle des menaces sur notre flanc Sud? Voyez-vous, c'est tout ça qui fait que, sous des apparences rhétoriques de l'unité, nous sommes en réalité extrêmement désunis et nous sommes de plus extrêmement faibles sur le plan économique. Or, chacun peut comprendre que la base de la puissance, c'est l'économie. Alors, le président de la République, Thierry de Montbrial, est en ce moment même en train de s'exprimer. Il nous fait concurrence. Il nous fait concurrence. Il est sur les réseaux sociaux. Oui. Et il vient justement de prononcer une déclaration qui est exactement dans le thème de notre discussion. J'aimerais vous la faire écouter et avoir votre sentiment. Et puis, on va devoir faire des choix. Et donc, au fond, le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. Ça avait déjà commencé, en vérité, depuis plusieurs années, progressivement, parce que ça fait une quinzaine d'années que les États-Unis d'Amérique nous disent à plusieurs reprises, nous ne sommes plus, vous n'êtes plus notre priorité. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. C'est-à-dire un monde en paix où on pouvait, en quelque sorte, réfléchir pour nous-mêmes dans un monde où il n'y avait plus de risque. Le risque est là. Alors, eh bien, je pense qu'il aurait pu le dire bien avant et que ses prédécesseurs auraient pu le dire aussi. Parce que qu'est-ce que c'est que le réalisme? Je reviens au point de départ dans mon livre qui est la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique. Je prends juste cet exemple. C'est la chute, cette chute, ça a été la chute du communisme, mais ça a été aussi la chute de l'Empire russe, le dernier grand empire qui existait encore avant cet événement. Chute de l'Empire russe, ça s'est bien passé. Mais un réaliste devait voir, et on le trouvera dans le livre, que la chute d'un empire comme l'Empire russe, qui s'est bien passé, je le répète, ça ne pouvait qu'avoir des effets à retardement, et on savait parfaitement, ça a été vu, écrit par un certain nombre, que l'Ukraine serait au centre du problème. Et d'ailleurs que l'Ukraine allait être un enjeu entre l'Est et l'Ouest, quelqu'un comme le fameux Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, en avait fait même un élément clé pour ce qu'il devait être pour la victoire des États-Unis. Il écrit explicitement les États-Unis devaient mettre la main, si je puis dire, sur les Occidentaux, par conséquent, sur l'Ukraine. Voyez-vous, donc ça ne date pas d'hier. Personne n'a pris cela au sérieux. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, envers laquelle vous êtes sévère, peut, dans ce moment que nous vivons, quasiment dos au mur en quelque sorte, parce qu'elle n'en a plus le choix, mettre de côté les intérêts particuliers de chaque nation et enfin trouver l'énergie, comme elle l'avait fait pour le Covid par exemple, l'énergie pour bâtir une défense, une vraie défense européenne? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je n'ai pas été édifié par la réunion de lundi dernier, mais si on regarde les choses sur le fond, pour faire cela, il faut commencer par répondre à la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont véritablement les intérêts communs, qui fait quoi, qui paye, et pour ça, il faut avoir une économie solide. Alors vous voyez bien que nos amis américains demande aussi aux Ukrainiens de payer, et même ils présentent une facture d'ailleurs un petit peu exagérée, ça fait partie du jeu. Remarquez que ça a toujours été le cas, parce que le plan Marshall, etc., nous l'avons payé aussi. Donc il n'y a rien de nouveau sur tout cela. C'est ça ce sur quoi j'insiste, c'est-à-dire il faut être lucide. Et si on est lucide, eh bien on peut faire des choses, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut dire à nos compatriotes français et européens, oui, on peut le faire si vraiment on prend la question au sérieux, mais il va falloir tous se serrer la ceinture, et se la serrer gravement, parce que si l'on veut à la fois financer la construction d'une véritable défense européenne, financer, parce que nous serons invités à le faire, la reconstruction de l'Ukraine, peut-être même aussi la reconstruction de Gaza, si l'on veut faire tout cela tout en redressant l'économie et en investissant davantage dans les technologies nouvelles, eh bien, regardez ce que ça représente sur le plan économique, regardez ce que ça peut représenter comme effort d'épargne plus ou moins forcé. Donc, il faut dire, oui, on peut le faire, mais à condition d'être lucide
génocide, et à condition d'accepter collectivement de se serrer la ceinture, de souffrir pour que sur 20 ou 25 ans, l'Europe puisse être ce qu'elle doit être si elle veut continuer de rester dans l'histoire. Alors, je voudrais que nous parlions peut-être un petit peu ensemble de la méthode Trump. Oui. C'est vrai que même si vous aviez anticipé certaines choses, il y a dans ses prises de position, dans sa façon d'agir sur la scène internationale, des choses qui surprennent. En particulier, mais c'est un exemple, il y a eu d'autres prises de position du président américain qui nous ont interpellés, celle qu'il a prise sur Gaza. Je vous propose que nous réécoutions Donald Trump sur ce sujet et j'aimerais beaucoup avoir ensuite votre sentiment là-dessus. Level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent. But more importantly than that is the people that have been live there now can live in peace in a much better situation. Comment doit-on réagir à cette intervention-là qui a tant généré de commentaires ? Bon, doit-on, je ne veux pas donner le leçon à quiconque, mais d'abord, je crois que Trump est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Trump est intelligent. Et c'est un transgresseur. Alors, il n'est pas tout à fait le seul, parce que les transgressions dans le domaine international, on commence à être habitués depuis un certain nombre d'années, que ce soit au Brésil ou dans bien d'autres pays. Mais il exprime les choses de sa manière, et toujours d'ailleurs sous l'angle économique, parce que encore une fois, c'est ça qui l'intéresse derrière. Le Groenland, c'est les ressources de Groenland, les terres rares, l'Ukraine, le canal de Panama, c'est le contrôle de la circulation maritime, etc. Alors là, effectivement, il surprend beaucoup. Maintenant, je suis frappé de voir que beaucoup de gens qui comme moi-même d'ailleurs, ont été d'abord surpris par cette manière de parler. Il y en a beaucoup. Tiens, mais après tout, c'est pas complètement idiot. Alors, je crois que l'une des caractéristiques de Trump, c'est de lancer comme ça des idées qui peuvent paraître complètement farfelues, puis finalement, il y a certaines choses qui marchent. C'est dans son premier mandat qui a été assez chahuté, pour dire le moins, mais les fameux accords d'Abraham au Moyen-Orient, rappelez-vous, il n'y a pas grand monde qui pensait que ça allait réussir. Or, non seulement ça a réussi, mais un pays comme l'Arabie Saoudite ne demande aujourd'hui qu'à y adhérer. Et s'il ne le fait pas tout de suite, c'est parce qu'il se dit qu'il est quand même obligé, pour des raisons politiques, de se préoccuper du sort des Palestiniens. Alors, je crois qu'il dit les choses de façon extrêmement brutale. Il est capable d'ailleurs de faire aussi marche arrière. Regardez ce qu'il disait ces jours-ci à propos de la libération des otages à Gaza, etc. Mais ça n'est pas absurde. Alors, ce qui est vrai, cependant, c'est qu'il ne raisonne pas de la même manière que les géopoliticiens qui peuvent s'exprimer, par exemple, sur ce plateau, et qu'il n'est pas un intellectuel. Ça, c'est vrai, il n'est pas un intello. Mais il parle, il est écouté du peuple. Je crois qu'il faut quand même se rappeler ça, parce qu'on l'a tellement sous-estimé qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il allait gagner avec une telle marge. Oui, bien sûr. Oui. Donc je crois que ça ne sert à rien aujourd'hui de passer son temps à critiquer Trump et Vance d'ailleurs. J.D. Vance, dans son discours de Munich, il n'a pas dit non plus que des sottises. Voyez-vous, il faut aussi que nous autres Européens, nous fassions un peu d'autocritique. Alors regardez, là encore, président de la République, à l'instant même, sur cette méthode de Donald Trump qui bouscule, regardez ce qu'en dit Emmanuel Macron. Le maître mot, c'est incertitude. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres, parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Alors, là, Emmanuel Macron semble avoir une lecture comparable à la vôtre sur Donald Trump. Il dit il y a du bon à prendre, c'est pas inutile. Oui, et puis
D'ailleurs, je crois que dans la position qu'il occupe, il peut difficilement faire autrement, parce que il n'a pas envie de se faire traiter par Donald Trump comme Zelensky vient de l'être. Donc ça, on le comprend facilement. Mais c'est vrai, je pense que le Trump est capable, il a fait des choses, mais je pense qu'il vaut mieux que l'image qu'il en a, et en tout cas, nous devons surtout nous préoccuper de nous-mêmes. Si vous voulez, encore une fois, par exemple, la démocratie, la question de la démocratie, mon équation mathématique ou chimique, comme on voudra, démocratie plus économie de marché entraîne paix plus prospérité. Moi, je crois qu'avant de faire de la propagande, il faut être exemplaire. Oui. Je pense que l'Europe restera attractive sur le long terme, non pas seulement comme endroit où on va pour bénéficier des avantages qu'on peut encore y trouver, mais parce que nous serons exemplaires. Oui. Donc, commençons par faire nos réformes économiques, solidifier, faire ce qui doit l'être, et à ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de faire la propagande parce que nous deviendrons ou redeviendrons le phare universel que nous prétendons toujours être. Tout à l'heure, vous disiez, Thierry de Montbrial, que J.D. Vance n'avait pas dit que des sottises. Non. Lors de son intervention à Munich, vous êtes d'accord avec lui quand il dit que la liberté d'expression dans nos pays européens est parfois bafouée, n'est pas garantie ? Là, il soulève en tout cas un débat qui est un débat important, puisqu'on appelle aujourd'hui la question du libertarisme ou la question de la régulation. Mais je crois en tout cas qu'il soulève une question, il le fait lui aussi, d'une manière plus articulée d'ailleurs dans l'expression, mais d'une manière un peu transgressive quand même. Cela dit, au lieu de lui tomber dessus systématiquement, je pense que ce ne serait pas mauvais qu'on réfléchisse un peu à cette question. Oui. Et quand il nous dit que nous ne savons pas maîtriser nos frontières, que nous sommes au fond submergés par l'immigration, là encore, il met le doigt sur un problème dont nous ne nous occupons pas, selon vous ? Ben, écoutez, en tout cas, reprenons la démarche réaliste. Quelqu'un comme moi qui vous parle, quand Angela Merkel a ouvert tout grand ses frontières en 2015, si je ne me trompe, ça ne m'a pas paru très difficile de prévoir que ça allait lui retomber sur le dos quelques années après. Évidemment. La question de l'immigration, je crois que maintenant c'est à peu près accepté par certains. Je crois d'ailleurs que le Premier ministre Bayrou s'est exprimé là-dessus de manière assez correcte. C'est une question de proportion, c'est une question de composition. On peut accueillir... Vous savez, c'est encore une fois la question de regarder les conséquences de ce qu'on va avoir. On peut accueillir la terre entière. Michel Rocard, dans son temps, avait dit des choses de ce genre. C'est pas une question de bien ou de mal. C'est est-ce qu'on a la capacité de bien accueillir des immigrants ? Est-ce qu'on a la capacité de leur apprendre, par exemple, la langue française en France, allemande en Allemagne, et ainsi de suite ? C'est ça le réalisme. C'est ça le réalisme. Thierry de Montbrial, merci beaucoup d'avoir été mon invité ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques, éditions Duno. Merci Thierry de Montbrial. Restez avec nous, chers amis, dans un très court instant. C'est les partis pris. Vous les attendez. Ruth Elkrief pour la politique, Pascal Perry pour l'économie et Abnous Chelmani pour l'international. À tout de suite.